Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les négociations entre le régime syrien et l'opposition. L'occasion pour nous de nous intéresser au HCN qui représente le principal organe de l'opposition syrienne à Genève. Nous irons également sur le terrain avec un reportage dans la province d'Alep et à Homs. Enfin, nous terminerons en Cisjordanie où nous évoquerons les destructions punitives de maisons familiales d'assaillants palestiniens, une mesure controversée. Ils sont venus, mais parviendront-ils à vaincre leurs différends? Rien n'est moins sûr. Le régime syrien et l'opposition sont à Genève pour des pourparlers sous l'égide de l'ONU. Il s'annonce compliqué, d'autant que le HCN, le Haut Comité pour les négociations, la coalition qui représente le principal organe de l'opposition, regroupe des mouvances très différentes. Qui sont ses membres? Élément de réponse avec Ludovic de Foucauld. Après plusieurs jours d'hésitation, le Haut Comité des négociations a décidé d'envoyer une délégation à Genève. La principale coalition de l'opposition syrienne rassemble une multitude de groupes, plus ou moins laïques, plus ou moins armés. Parmi les visages reconnaissables, il y a Mohamed Alouche, le négociateur en chef de cette délégation, qui annonce dès son arrivée à l'aéroport qu'il n'a aucune intention de négocier directement avec le régime. Je ne pense pas qu'il existe de consensus entre nous et le régime. Le régime veut éliminer l'opposition, il nous décrit comme des terroristes et ne reconnaît pas notre droit à la vie. Mohamed Alouche fait partie du bureau politique du groupe armé rebelle Jaïch al-Islam, l'armée de l'islam, un mouvement d'inspiration salafiste considéré comme terroriste par l'Iran ou la Russie. Vu de Damas, la nomination d'Alouche en tant que négociateur en chef de la délégation de l'opposition ne doit rien au hasard. Sa désignation est le résultat de deux facteurs. Le premier, c'est l'expression d'un mécontentement, car les Russes ont dit qu'ils refusaient de laisser des terroristes rejoindre les négociations. L'autre raison, c'est que l'Arabie saoudite contrôle encore ces organisations de l'opposition. L'Arabie saoudite, un pays qui, d'après l'Iran, la Russie et bien sûr le régime syrien lui-même, finance, arme et soutient politiquement de nombreux groupes armés hostiles à Bachar al-Assad sur le terrain en Syrie. Il faut dire que c'est dans la capitale du royaume sunnite, le 15 décembre dernier, que le HCN, cette vaste coalition de l'opposition, a vu le jour. Le Haut Comité de négociation a été formé à Riyad suite à la grande réunion de l'opposition syrienne, une réunion qui a regroupé en fait plusieurs groupes armés qui sont présents sur le terrain en Syrie, mais aussi des formations politiques, des formations laïques, des formations islamistes. Il y a encore des blocages sur le point qui sont les groupes terroristes, qui ne sont pas. La Jordanie a été chargée d'établir des listes des groupes terroristes et des groupes non terroristes. On n'est toujours pas d'accord sur cette liste. Entre la délégation du HCN et celle du régime, l'ONU espère mettre en place un dialogue indirect avec des émissaires chargés de faire la navette. Un processus qui pourrait s'étendre sur 6 mois, le temps imparti par l'ONU pour mettre sur pied une autorité de transition chargée d'organiser des élections à la mi-2017. Et sur le terrain, l'armée syrienne enregistre de nombreuses avancées près d'Alep, mais aussi de Homs, où notre confrère de France 2 a pu se rendre avec les soldats du régime. Ces avancées sont importantes, mais l'organisation État islamique, même affaiblie, n'est jamais bien loin. Reportage de Franck Genozo et Giona Messina. Nous entrons dans une des zones de combat les plus violentes en Syrie. L'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, est passée à l'offensive ici il y a quelques semaines. Ici, il y avait beaucoup de combattants de Daesh et ils savent très bien se défendre. Ils étaient très bien organisés. Les bombardements sont intensifs. Et les soldats syriens, euphoriques. Ils viennent de reprendre plusieurs villages et ont réussi à couper une ligne d'approvisionnement de Daesh en détruisant ce véhicule. L'armée syrienne nous conduit en première ligne. Vous voulez voir où est l'ennemi? Ils sont là-bas, au milieu des arbres. Voilà, en plein dans le mille. Mais en face, le groupe État islamique est très bien armé. J'ai vu plusieurs mitrailleuses lourdes. On a détruit la première, on cherche la deuxième. Avec leur armement russe tout neuf, les soldats cherchent également un tank qu'ils ont aperçu quelques minutes plus tôt. Daesh est loin d'avoir rendu les armes. Nous allons la prendre à nos dépens. Un tir de char vient de s'abattre à 20 mètres de nous en contrebas. Par miracle, il n'y a pas de blessés.
S'ensuit une deuxième explosion. Puis une autre, quand nous remontons dans notre véhicule. Nous quittons les lieux sous une pluie de mortiers. Les djihadistes sont loin d'avoir perdu la guerre. Et ils sont aussi toujours capables de mener des opérations d'infiltration. Le lendemain à Homs, nous arrivons sur la scène d'un attentat qui vient de se produire. Je regardais mon téléphone quand il y a eu une grande explosion. J'ai vu un nuage noir et toute la vitrine s'est effondrée sur moi. Je suis sorti et puis j'ai vu tous les cadavres au sol. Un attentat revendiqué par Daesh, mené par des hommes déguisés avec des uniformes de l'armée syrienne. Même affaiblie, l'organisation État islamique conserve sa signature, une capacité intacte à mener des opérations sanglantes. Et le groupe État islamique a également frappé à Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 70 personnes ont été tuées dimanche dans une triple explosion près du sanctuaire chiite de Saïda Zeynep, au sud de la capitale. L'agence officielle syrienne fait, elle, état de 50 morts et de plus de 100 blessés. Direction Israël, où depuis octobre, le gouvernement pratique presque systématiquement la démolition des maisons familiales de Palestiniens impliqués dans des attaques contre des Israéliens. Cette pratique est très controversée, mais pour l'État hébreu, ce sont des mesures dissuasives. Les Palestiniens, de leur côté, les considèrent comme des expéditions punitives. Reportage de Pierrick Laurent. Chaque jour, Shafik Halabi revient avec son fils Mustapha sur cet amas de béton et d'acier. Les restes de la demeure familiale. Le 9 janvier dernier, les bulldozers israéliens ont rasé en pleine nuit cette maison de 3 étages. Ils pensent que détruire ma maison va me mettre en colère? Sûrement pas. Je suis triste à cause de la mort de mon fils. Est-ce qu'une simple maison va vraiment me rendre triste? Et ces racistes pensent qu'en faisant cela, ils peuvent arrêter les attaques. Non, ça ne va faire qu'augmenter le nombre des attaques. La maison a été détruite en réponse à l'attaque perpétrée par Mohamed, l'un des fils Halabi. Début octobre, il assassine 2 juifs orthodoxes dans la vieille ville de Jérusalem avant d'être tué par la police. L'une des premières attaques au couteau de la vague de violence qui dure depuis 4 mois. Rapidement, le gouvernement israélien annonce que les familles des assaillants palestiniens verront leurs maisons détruites. Ce n'est pas une mesure punitive, c'est une mesure dissuasive. Et nous avons déjà observé dans plusieurs cas que la famille elle-même a contacté les autorités israéliennes et a dénoncé une personne qui planifiait une attaque terroriste, parce qu'ils ne voulaient pas que leur maison soit ensuite démolie. À 9 ans, Mustapha est le cadet de la famille. Il considère son frère Mohamed comme un exemple. Je veux être avocat comme lui, pour protéger nos terres, notre pays. Si Dieu le veut, d'ici demain, la Palestine sera libre. Depuis octobre, Israël a détruit 29 maisons qui appartenaient aux familles d'assaillants palestiniens. Mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, la mesure est problématique au regard du droit international. Une puissance occupante ne peut pas imposer de punition collective. Celui qui a perpétré une attaque doit être porté devant la justice, mais sa famille ne peut pas être touchée. C'est illégal de punir l'épouse, la mère, les enfants ou les frères et sœurs d'un individu pour l'acte que lui seul a commis. Face à une mesure collective, la réponse côté palestinien est venue de la rue. Lorsque la maison des Halabi a été détruite, les voisins ont voulu témoigner leur solidarité. Si j'ai une cimenterie, j'offre du ciment. Si je gère une carrière, je peux offrir des pierres. D'autres sont plombiers ou électriciens, ils vont offrir leurs services pour reconstruire la maison. Chacun donne à sa façon, mais le seul vrai problème que l'on rencontre ici, c'est de trouver un terrain pour reconstruire. Car Israël nous interdit de rebâtir la maison au même endroit. À l'heure actuelle, les dons ont atteint l'équivalent de 150 000 €. D'autres collectes de ce type ont aussi été organisées ailleurs en Cisjordanie pour d'autres familles, notamment à Naplouse ou à Jenin.
On part à présent à Jérusalem pour prendre des nouvelles des Women of the Wall, ces femmes qui se heurtent aux ultra-orthodoxes parce qu'elles souhaitent prier au mur des lamentations. Eh bien, elles ont obtenu une victoire, le droit de prier au mur avec les hommes dans un espace mixte. Cette décision, vous vous en doutez, n'est pas du tout du goût des plus rigoristes. Ludovic de Foucauld. 15 voix pour, 5 voix contre. Les femmes pourront maintenant prier comme les hommes au mur de lamentation. Le gouvernement israélien vient d'approuver un compromis historique. Je sais que ce sujet est sensible, mais je pense que nous avons trouvé la solution appropriée, une solution créative. Typiquement le genre de solution qui permet de résoudre les problèmes les plus complexes. Quel est donc ce sujet sensible? Au mur de lamentation, l'espace réservé aux hommes est séparé de celui des femmes. Mais celles-ci n'ont pas le droit de prier comme elles l'entendent. Le site est géré par des groupes ultra-orthodoxes qui refusent par exemple d'accorder aux femmes le droit de porter des téphilines, ce qui donne droit régulièrement à ce genre de confrontation. Le gouvernement a donc décidé de créer un troisième espace où tous, hommes, femmes, conservateurs ou réformistes, seront autorisés à prier ensemble et comme ils le souhaitent. Une décision très mal prise par les plus traditionnalistes. Aucun compromis n'est possible. La séparation a toujours existé en Israël, dans les synagogues, dans les prières, et tout le monde peut déjà prier au mur. Nous sommes le peuple juif, je ne soutiens aucun compromis de la sorte. Le groupe Women of the Wall, littéralement les femmes du mur, lutte depuis 27 ans pour faire reconnaître le droit des femmes à prier comme elles le veulent. Elles se félicitent de cette décision mais s'étonnent qu'elle ait dû faire l'objet d'un tel débat. Ça ne devrait être l'objet d'aucune discussion, dans aucun pays. Démocratie ou non, État juif ou non, on ne devrait même pas discuter pour savoir si les juifs peuvent prier dans leur lieu saint. Le nouvel espace de prière fera 900 mètres. Il sera construit à l'extrémité sud du mur. Les parties existantes et la nouvelle seront accessibles par une entrée commune. Ce nouvel espace, qui devrait être fonctionnel d'ici quelques mois, sera financé par l'État. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. L'info continue sur France 24.